Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série, le mastodonte, qui a marqué 3 générations. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on avait vu comment cet individu, au physique impressionnant, est arrivé dans le main roster de la WWE à seulement 22 ans, que son personnage puissant de King Mabel lui avait hélas coûté son amitié la plus précieuse, mais aussi comment il s'est fait virer pour la 2e fois de la compagnie après avoir fait partie du Ministry of Darkness. Dans ce nouvel épisode, on va découvrir ensemble le nouveau personnage incroyable que Nelson Frazier Jr. a incarné à partir de son retour à la WWE et qui était aux antipodes de ce qu'il a pu être précédemment. Le World's Largest Love Machine. Vous allez découvrir comment Vince McMahon a eu l'idée de cette nouvelle gimmick qui lui a même permis d'embrasser Trish Stratus et Lillian Garcia. Et vous ne devinerez jamais le rôle que Teddy Long avait en coulisses pour lui, qui est juste hallucinant. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le mastodonte qui a marqué 3 générations, épisode 2. C'est parti! Après avoir été viré pour la 2e fois de la WWE au mois d'août 2000, Nelson Frazier Jr. semblait s'éloigner définitivement du catch. Et si on se met à sa place, on peut très bien le comprendre. Alors qu'il allait bientôt avoir 30 ans, il venait déjà de passer quasiment 10 ans dans cet univers, avec tout ce que cela implique en termes de répercussions physiques et psychologiques, de trajets, et pendant plusieurs années, il va prendre ses distances avec le catch. Tout ce qu'on peut relever après son 2e départ de la compagnie de Vince McMahon, c'est une poignée de matchs sur le circuit indépendant, en l'occurrence à la MCW en août 2000, juste après avoir été viré, un autre à la Championship Wrestling en mars 2001, et encore un autre à la World League Wrestling en février 2002. Ce n'est qu'à partir de 2003 que Nelson va revenir plus fréquemment dans cet univers, avec une apparition à la TNA en mars, aux côtés de Ron Killings, qu'on connaît mieux à la WWE sous le nom de R-Truth, et surtout une quinzaine de matchs à Memphis Wrestling jusqu'en août 2004, dont le plus notable est un match de boxe au Mid-South Coliseum de Memphis le 29 novembre contre Rocky Johnson, une légende du catch, qui n'est nul autre que le père de The Rock. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Nelson a plus ou moins fait un break de 2 ans et demi de la vie de catcheur, et on peut imaginer que durant cette période, il a non seulement pu se ressourcer, mais aussi prendre du recul et voir ce qu'il avait envie de faire à l'avenir. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, il dit qu'il s'est rendu compte que son ancienne vie lui manquait, et que c'est lui qui a pris l'initiative de recontacter la WWE pour voir s'il y avait moyen qu'il revienne dans cette fédération qu'il a toujours aimée, et avec laquelle il n'a jamais été en mauvais termes, contrairement à d'autres. C'est en septembre 2004 que les officiels de la compagnie vont avoir une idée pertinente de comment faire revenir Nelson. À cette période, du côté de SmackDown, JBL, le champion WWE, est en rivalité avec l'Undertaker. Et dans un segment où il est pris à partie par le Deadman, on va avoir la grande surprise de voir revenir Gangrel et surtout Nelson, qui reprend alors son nom de Viscera. Alors là, on pourrait se demander, en quoi c'est pertinent que Viscera et ce Gangrel reviennent pour venir défendre JBL contre l'Undertaker? Pour la simple et bonne raison que Gangrel, qui était un des membres du Brood, Viscera et JBL, qui était un des membres des Acolytes jadis, faisaient tous partie du fameux Ministry of Darkness, ce clan marquant de 1999 dirigé d'une main de fer par l'Undertaker justement. Et personnellement, je dirais que c'est quand même très bien trouvé, et fort symboliquement, puisque cette scène faisait écho au passé, et pouvait représenter en quelque sorte la vengeance des disciples face à leur ancien maître. La semaine suivante, Viscera et Gangrel auront un handicap match contre Taker, qu'ils perdront. Et cette sorte de Ministry of Darkness 2.0 n'aura pas de suite, mais l'essentiel est ailleurs. Désormais, Viscera est de retour à la WWE. Prêt à se relancer, dans l'attente d'un nouveau personnage. On notera que Viscera va avoir un match à Raw le 1er novembre contre Shelton Benjamin, en étant le problème solver d'un soir pour Christian.
mais ce n'est pas encore là que Viscera va véritablement prendre son envol. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, je comprends pas vraiment pourquoi la WWE a fait revenir Viscera après 4 ans d'absence, si c'est pour ne rien faire de spécial avec lui, et si personne n'a réfléchi au préalable au rôle qu'il pourrait avoir dans un des shows hebdomadaires. Il va tourner en rond pendant plusieurs mois, et là on pourrait se dire, c'est un retour à la case départ, on ne sait pas quoi faire de lui. Il va probablement se refaire virer. Mais à ce moment-là, plusieurs éléments vont complètement changer le paysage général de la WWE et enfin donner à Viscera l'opportunité de tirer son épingle du jeu. Le premier concerne celui qui était en quelque sorte la locomotive de Monday Night Raw depuis plusieurs années, Triple H. Alors qu'il venait de perdre son championnat poids lourd à WrestleMania contre Batista, ce qui terminait enfin son règne de terreur depuis quasiment 2 ans et demi, à part quelques courtes périodes, le Cerebral Assassin va se blesser au cou. À ce moment-là, il aura quand même le courage de terminer sa rivalité avec l'animal, mais il finira par prendre une pause de 4 mois pendant lesquels on ne le verra plus à la télévision. Et ce dont il faut prendre suffisamment conscience, c'est que durant tout ce fameux règne de terreur, et même un petit peu après, Triple H occupait un temps d'antenne important à Raw, avec quasiment chaque semaine un segment d'ouverture de 20 minutes dans lequel il venait faire des promos qu'une partie des fans trouvait interminables. Il avait très souvent 1 ou 2 segments pendant le show, et aussi régulièrement le main event, ce qui était logique vu qu'il était le champion du show, même si cela ne laissait pas suffisamment de place pour la construction de nouvelles stars à mon humble avis. Surtout que The Game avait une fâcheuse habitude d'enterrer la plupart de ses adversaires à cette époque. Alors tout naturellement, quand il s'est blessé et qu'il est parti quelques mois, du temps d'antenne s'est libéré, et les officiels ont bien dû trouver des moyens de le remplir, avec bien sûr des nouvelles storylines, ce qui est évidemment idéal pour relancer certaines superstars. L'autre élément qui a changé le paysage de la WWE au printemps 2005, c'est le draft en juin, qui va aussi apporter un vrai vent de fraîcheur dans les shows. Désormais, Batista va être le taulier de SmackDown, et John Cena sera celui de Raw. Et dans le show rouge, il est l'heure pour Viscera de profiter de ce contexte pour s'y faire une place et enfin se relancer. Pouvez-vous seulement imaginer dans quelle direction son personnage va maintenant aller après des gimmicks hip-hop, royales et ténébreuses? En avril 2005, la WWE va réussir un contre-pied parfait en donnant à Viscera un nouveau départ dans un rôle pour le moins surprenant. Alors que la catcheuse et championne féminine Trish Stratus est en rivalité avec Lita, et que Kane, à qui Lita faisait les yeux doux à cette période, a décidé de s'en prendre à Trish pour venger sa dulcinée qu'elle avait blessée, un invité surprise va venir sauver Trish Stratus d'une situation compliquée et tataner Kane. Vous l'aurez deviné, je parle bien sûr de Viscera. Pendant quelques semaines, il va avoir un rôle d'homme de main pour Trish, en la protégeant de Kane. Mais malin comme il est, Viscera va profiter de cette situation pour obtenir quelques faveurs de la belle Stratus. Il va notamment l'embrasser dans ce même show, et le 25 avril, il va l'emmener au restaurant, dans un segment vraiment génial selon moi. Alors que dans quelques jours, Viscera va affronter Kane au pay-per-view Backlash, il se retrouve dans un dîner en tête-à-tête avec Trish. Et je dois dire que le fait d'avoir ce fil rouge à Raw durant tout le show, de ce rencard improbable, était vraiment super. À un moment, il va même sortir des préservatifs de sa veste. Et personnellement, j'ai eu un fou rire au moment où Viscera va se faire un bain de bouche et avaler tout le liquide, ce qu'il ne faut surtout pas faire normalement. Toute cette scène était l'occasion de découvrir une nouvelle facette de Viscera, celle d'un personnage qu'on pourrait à la fois qualifier de séducteur, mais aussi d'obsédé sexuel, qui fait sans arrêt des sous-entendus en tout genre. Et je dois dire qu'il était excellent dans ce rôle. Et pourtant, le meilleur était encore à venir. Dans un premier temps, Viscera va avoir ce match contre Kane à Backlash, qu'il va perdre, mais à ce moment-là, on va avoir un des face turns les plus politiquement incorrects de tous les temps. Vu que quand Trish Stratus va venir lui dire à quel point il est un tocard pathétique après sa défaite, Viscera va la secouer sauvagement et lui faire un splash destructeur. Et vu que Trish était une heel, le public va ovationner Viscera, qui devient donc un babyface en tatanant une femme. Cet angle avec Trish Stratus n'a duré que quelques semaines, mais il a permis à Viscera d'aller dans un registre inédit pour lui, dans lequel je le trouve drôle personnellement.
Et en ce qui concerne cette collaboration avec Trish, il s'y est bien amusé. Et il a surtout déclaré à ce propos: elle avait des lèvres douces. Quant à elle, il faut savoir qu'elle allait être absente pendant 4 mois, et que cette attaque avait été mise en scène pour lui permettre de guérir de l'hernie discale qu'elle avait. Même si elle dira par la suite que cette attaque de Viscera a empiré les choses pour elle, et que ce n'est qu'en faisant du yoga qu'elle a fini par s'en remettre. Donc c'est le cas de le dire, sans Viscera, pas de Stratusphère Yoga. Mais heureusement, elle déclarera aussi à son sujet que même s'il est très intimidant dans le ring, il était doux et attentionné en coulisses. Qu'ils se sont beaucoup amusés dans cet angle qu'ils ont eu. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle raconte qu'au départ, ces segments hilarants n'étaient pas censés arriver, mais que c'est quand Vince McMahon a vu leur alchimie qu'il a décidé d'en faire une vraie storyline. Le fait est qu'après cette histoire avec Trish Stratus, Viscera a été relancé. Et surtout, il avait une nouvelle cible en tête. L'annonceuse Lilian Garcia. Dès le lendemain de Backlash, il va se mettre à courtiser Lilian, qui ne savait pas trop comment réagir face à ce mastodonte. La semaine suivante, on va lui donner un nouveau theme song plus lent et sensuel, qui est parfaitement adapté à ce nouveau personnage. Et il va avoir un échange hilarant avec Lilian, où il va d'abord voler les nachos d'un fan dans le public, et ensuite faire une technique où il va en proposer à Lilian, puis mettre le nacho dans sa bouche pour qu'elle vienne le prendre. Le 16 mai, on va aller encore plus loin dans ce personnage de séducteur, puisqu'il va débarquer en costume. Et aux commentaires, Jim Ross va pour la première fois l'appeler The World's Largest Love Machine. La plus grosse machine à donner de l'amour du monde, en version française. Ce jour-là, avant d'aller draguer Lilian, il va même embrasser une femme dans le public, ce qui deviendra une de ses petites habitudes. Et dans ce renouveau global, il va aussi se mettre à utiliser une nouvelle prise assez équivoque, que Jerry Lawler appellera la Visagra, un mélange entre Viscera et Viagra. Un nom qui n'est d'ailleurs pas anodin, puisque comme Teddy Long le raconte, tenez-vous bien, je vendais toujours du Viagra à Viscera. Apparemment, la première fois que je lui en avais vendu, cela avait fait des miracles pour lui. Il m'avait raconté que ce jour-là, il avait regardé son pénis et qu'il avait dit « Mais il est à qui ce pénis? C'est pas à moi ça !» Pouvez-vous seulement imaginer Teddy Long vendre du Viagra à Viscera en coulisses? Apparemment, selon Jim Ross, Viscera avait même l'habitude de prendre du Viagra dans sa chambre d'hôtel pour se masturber devant des films érotiques. En tout cas, quand on apprend ces informations, on comprend que cette nouvelle gimmick ne sort pas de nulle part. De toute façon, Viscera lui-même raconte que ce personnage de Love Machine, c'est celui qu'il a préféré être dans sa carrière, et que c'est aussi sa gimmick qui lui ressemble le plus dans la vraie vie. Et aussi, une autre anecdote incroyable, c'est que toute l'idée de ce personnage vient de Vince McMahon à la base, qui a simplement remarqué comment Viscera était en coulisses, et notamment sa manière de s'habiller, et qui à ce moment-là s'est dit qu'il y avait quelque chose de divertissant à faire. Mais pour revenir à cette storyline avec Lilian Garcia, ou plutôt cette conquête de Lilian, on va avoir un segment à Raw le 23 mai 2005 que j'ai adoré, et qui était vraiment mémorable pour plusieurs raisons. Déjà, Viscera y était classe, dans une dégaine qui rappelait le chanteur Barry White, qui était clairement une grosse source d'inspiration de toute cette gimmick. Il va bien sûr se permettre un petit bisou à une femme du public, mais surtout, dans cette scène, il va offrir une danse à Lilian, avec tout un éclairage spécial, et elle va même se transformer en striptease. C'est également à noter qu'à un moment, il demande à Maria, qui était présente dans ce segment, d'aller lui chercher un hot dog. Et quand elle revient, il va quand même lui dire « Moi aussi, j'ai un hot dog pour toi ». Ce qui montre qu'un tel personnage n'aurait jamais pu exister dans l'RPJ familial de la WWE. Du moins, pas de cette manière-là. Il finira par réussir à embrasser Lilian, qui a succombé au charme de Viscera, après avoir fait un Visagra d'anthologie à Jonathan Coachman au préalable. Là où je trouve que Viscera était aussi génial, c'est qu'il parlait parfois de lui à la troisième personne, en se surnommant Big Vis. Et même, toute sa manière de parler était volontairement lente, avec plein de phrases qu'on pouvait facilement sortir de leur contexte et réinterpréter sexuellement.
Et cela se voyait que Viscera était complètement naturel dans ce rôle. Par la suite, ce qu'on peut relever de notable, c'est qu'il viendra enlever Liliane le 30 mai, alors qu'elle participait à un concours de maillot de bain, parce qu'a priori, il ne pouvait plus résister. Une entrée commune des deux tourtereaux le 13 juin, et à partir du 20 juin, Viscera portera même une nouvelle tenue, qui sera une sorte de peignoir en velours, qui lui allait comme un gant, à mon humble avis. Toute cette histoire d'amour entre Viscera et Liliane Garcia va connaître un dénouement très inattendu au pay-per-view Vengeance, le 26 juin 2005. Ce jour-là, alors que la belle Liliane allait le demander en mariage, il va se passer quelque chose d'incroyable. Tenez-vous bien, le Godfather va arriver en charmante compagnie et dissuader Viscera de se marier, en lui disant qu'il ne pouvait pas renoncer à tous ses plaisirs qui s'offraient à lui. Et à ce moment-là, on a un véritable coup de théâtre. Viscera laisse derrière lui une Liliane au cœur brisé et craque devant toutes ses tentations, ce qui marquera la fin de cet angle romantique. Apparemment, il était question selon Viscera qu'il devienne lui aussi un personnage de proxénète, comme le Godfather, et qu'il s'associe, mais finalement, cela ne se concrétisera pas. Quant à Liliane, apparemment, son jeu d'actrice était tellement convaincant quand elle était bouleversée par cette trahison de Viscera, qu'en coulisses on lui demandait même si elle allait bien. Plus généralement, elle raconte que ce qui avait persuadé la WWE de faire cette storyline entre eux, c'est la bonne audience du segment où Viscera lui faisait la cour. Ce n'était pas du tout censé devenir tout un angle initialement. En tout cas, elle a dit qu'elle a adoré travailler avec lui, qu'il était très gentil, et que dans la vraie vie, c'était un nounours. À propos de la tristesse de Liliane au moment où il est parti avec le Godfather, Viscera a dit « En réalité, elle ne jouait pas la comédie. » Selon lui, elle était donc sincèrement triste que cette histoire se termine. Après ces angles divertissants et mémorables avec Trish Stratus et Liliane Garcia, Viscera va connaître une longue période où il n'aura plus jamais la même importance, malheureusement. Même s'il aura de temps en temps quelques petits moments notables, mais jamais au même niveau de ce qu'il avait avec Trish et Liliane. En juillet, il aura par exemple un match en équipe avec un nouveau partenaire, qui était une sorte de mini-version de lui, qui s'appelait Cloacas. Même si ce sera la seule et unique fois que cela arrivera. Les mois suivants, il aura un partenaire un peu plus grand de taille, et idéal pour lui, le personnage d'acteur de film de charme, Val Venis. Même si cette association était bien trouvée, elle se résumera essentiellement à des matchs dans le show Heat, dans lequel on retrouve les catcheurs de seconde zone du roster de Monday Night Raw. Leur accomplissement le plus marquant sera un match pour le titre tag team qu'ils vont perdre dans le Raw du 5 décembre 2005, contre les champions Kane et Big Show, auxquels participaient aussi les équipes de Hart Thwabs et du duo de Snitsky avec Tyson Tomko. Viscera, lui, s'était même fait tataner en solo par Triple H en octobre en quelques secondes. Et personnellement, je trouve que c'est dommage de faire perdre toute crédibilité compétitive, on va dire, à Viscera, qui perd logiquement son côté intimidant physiquement s'il enchaîne les défaites. En janvier 2006, il aura malgré tout un match solo en pay-per-view contre Shelton Benjamin à New Year's Revolution. Après un segment qui était vraiment drôle en coulisses, où Viscera fera des avances à la mère de Shelton, ce qui montre bien que l'appétit sexuel de son personnage n'avait aucune limite. Et ce match, il le perdra après que la MoMA de Shelton se soit servie de sa sacoche. Ce qui est malgré tout décevant dans ce parcours de Viscera, c'est qu'on parle quand même de plusieurs mois de carrière qui s'enchaînent, et que des éléments dignes d'intérêt se comptent sur les doigts de la main, alors que pourtant cette gimmick était géniale et très prometteuse. On aurait facilement pu l'imaginer partir à la conquête d'autres cibles féminines, comme Candice Michel par exemple, qu'il a par ailleurs eu la chance d'embrasser dans le Raw du 24 avril 2006. D'ailleurs, pour l'anecdote, Viscera a raconté que cette sorte de pyjama qu'il portait était une idée de Stephanie McMahon. Après avoir gagné une Battle Royale dans un match non diffusé à WrestleMania 22, il finira par se retrouver sans partenaire, puisque Val Venis va se blesser. À ce moment-là, quasiment un an après cet angle qu'il n'a plus jamais égalé depuis, Viscera va tenter de reconquérir Liliane Garcia, le 22 mai 2006. Quelque chose qu'il faisait souvent et qui me fait rire personnellement, c'est cette habitude qu'il avait de sortir des objets improbables de ses habits. En l'occurrence, un cheeseburger.
Mais malheureusement, cela ne lui réussira pas, puisqu'au moment où il était sur le point de la demander en mariage, il sera interrompu par le bulldozer samoan Umaga. Pour l'anecdote, ce dernier faisait partie des compagnons de voyage de Viscera, avec aussi l'arbitre Mike Chioda et Snitsky. Et c'est déjà arrivé qu'il voit le Samoan se faire ses dessins au visage à l'arrière de la voiture avec un feutre. La seule interaction qu'il aura encore avec Liliane sera le Raw du 10 juillet 2006, où il lui fera un Samoan Drop. Mais comment on a pu en arriver là? En réalité, ce jour-là, il affrontait Charlie Haas, qui avait eu le malheur de blesser par accident l'annonceuse quelques semaines avant, en la faisant tomber du ring au moment de son entrée. Ce qui était au départ une erreur regrettable a finalement été transformé en storyline par la WWE, qui a mis en place un match entre Viscera, qui voulait venger l'élu de son cœur, et Charlie Haas, qui avait lui aussi des vues sur elle a priori. Mais en fin de compte, alors que Liliane tentera de s'interposer entre les deux, Viscera va être aveuglé par un geste de Charlie, et attraper Liliane par erreur et lui faire son Samoan Drop, ce qui, inévitablement, a radicalement mis fin à toute chance de la reconquérir. Ce qui est absurde, c'est que cette attaque sur la pauvre annonceuse va rapprocher Viscera et Charlie Haas, et ils vont même former une tag team pendant quelques mois. Quant au mois suivant, ils vont être assez vides, entre un match contre John Cena à Raw le 7 août 2006, dans lequel Mr. You Can See Me réussira l'exploit de porter un Attitude Adjustment sur le mastodonte, et principalement des matchs à hit. Et à ce moment-là, on peut vraiment avoir peur, parce que les deux dernières fois où Viscera tournait en rond dans sa carrière sans le moindre projet autour de lui, il s'était fait virer. Et en l'occurrence, on allait arriver en juin 2007, la période où la WWE allait faire son draft annuel. Est-ce que Viscera allait continuer à végéter dans le mid-card des shows jusqu'à ce qu'il se fasse virer? Est-ce qu'il était temps pour lui de se relancer une nouvelle fois et de déjà dire adieu à cette excellente gimmick de Love Machine? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'âge de 36 ans, il arrivait désormais à un carrefour de sa carrière. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment Nelson Frazier Jr. a su une nouvelle fois se renouveler entièrement pour devenir un personnage de mastodonte qui a marqué la génération Catch Attack. Big Daddy V. Vous apprendrez comment il s'est retrouvé dans un match sorti tout droit d'une autre dimension contre Kane, Mark Henry et le Great Khali. Le sens que ces tatouages impressionnants ont pour lui. La belle relation qu'il avait avec son manager Matt Striker. Mais aussi les derniers mots déchirants qu'il a dit en mourant dans les bras de sa femme en février 2014. En tout cas, on a pu voir qu'après une absence de plusieurs années de la WWE, Nelson Frazier Jr. y est revenu pour finir par y avoir une gimmick drôle et mémorable du World's Largest Love Machine, qui lui correspondait vraiment bien, vu comment il était en coulisses. Et même si on peut regretter qu'on ne l'ait pas davantage mis en avant, il nous a malgré tout offert des moments drôles et pour le moins sulfureux. Et j'ai justement une question pour vous à ce sujet. Même si le but est bien sûr d'avoir un sage équilibre entre les deux, si vous deviez vraiment choisir, à la WWE, vous préférez un produit quadrillé et très politiquement correct, ou au contraire, un produit très permissif à l'extrême? Dites-nous ce que vous en pensez, ce serait un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous trouvez le personnage de Viscera génial, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.